fait, il y a George Washington Williams, qui lui, pour le coup, fait très bien le lien, parce qu'il y a aussi Werner, c'est vrai, mais il fait très bien le lien entre du coup, le postulat américain, parce que lui, il a aussi lutté pour les droits civiques. François Werner Non, le George Washington, le pasteur. oui, bien sûr. Voilà, après la... sa façon. Oui, de sa façon. C'est unique, mais bon, ça, après, c'est ces personnages masculins, ils sont assez... ils sont très dans l'ego, hein. Ils sont très dans l'ego. Très dans leur temps. Voilà, donc du coup, et puis c'est lui qui, aussi, qui va publier donc, une lettre pour dénoncer les crimes de Léopold II. Ouais. Et donc, ce serait bien de parler un peu de cet homme. De cet homme, oui. Alors cet homme est un autre héros contestable qui se rachète à la fin de sa vie. Moi j'aime beaucoup ces figures dont la vie est vraiment totalement inégale en termes de contribution à la, en quelque sorte à la perpétuation du bon. George Washington Williams, il est une figure importante parce que, comme Stanley, il est né dans une famille mais très pauvre, enfin vraiment misérable, qui ne le destinait pas du tout à avoir un destin aussi éclatant. Père alcoolique, mère absente et dépressive, enfin bon, rien qui pouvait l'aider. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'à 14 ans, il s'engage dans l'armée américaine. Il est né au nord, de la frontière, ce qui fait qu'il n'est pas né esclave. Il est né dans une famille libre, mais on a beau être libre, quand on n'a pas d'argent, on n'est pas tant que ça. Et il s'engage d'abord, pendant la guerre de sécession, contre le Sud. Et ensuite, ne sachant rien faire d'autre, il s'engage dans la guerre contre les Mexicains. Et ça, c'est une guerre intéressante parce que c'est la guerre qui permet aux États-Unis d'annexer le Mexique, en fait, en combattant les troupes qui veulent. C'est rigolo parce que ça fait vraiment appel à toutes les guerres actuelles. Un peuple mexicain qui veut se débarrasser de son souverain qui a été placé par Napoléon III, Maximilien. Donc Maximilien représente les intérêts de l'Europe aux États-Unis et gouverne sur les Mexicains qui en ont ras-le-bol. Et donc les Américains sont là, mais on va vous aider, on va vous débarrasser de votre souverain. Et sauf qu'après ils s'installent, donc les Mexicains se retrouvent avec un gouvernement américain à la place et rien ne change. George Washington Williams fait partie de ces bataillons et il fait partie de ce qu'on appelle les Buffalo Soldiers, qui sont les bataillons de noirs américains qui sont envoyés donc, combattre contre les Mexicains et qui sont envoyés à Cuba. Pareil, pour libérer soi-disant Cuba, mais pour prendre la place juste du gouvernement espagnol. Et ça, ils s'en fichent complètement parce que l'idéologie de George Washington Williams, elle est très claire, c'est s'en sortir. Comme beaucoup de gens qui viennent de milieux vraiment très durs, l'idée, c'est pas d'œuvrer pour une cause ou pour un peuple ou un clan, c'est de s'en sortir, après on verra. Donc il s'en sort, il devient pasteur, il devient historien, il devient député, c'est le premier député noir dans l'état de l'Ohio. Quand je dis noir, c'est métis, parce que comme beaucoup d'Américains, le mélange n'est pas forcément volontaire, mais ça donne beaucoup de métis aux États-Unis. Mais il est frustré parce qu'il n'a pas encore accompli tout son destin, il peut faire mieux, et il lui manque quelque chose. Et il veut découvrir l'Afrique, il veut découvrir ce qui se passe au Congo. Oui, il découvre le Congo parce qu'il il entend parler de Léopold II. Ça lui semble important, il a peut-être quelque chose à faire là-bas. Donc il va rencontrer Léopold II, au bout de beaucoup de démarches difficiles. Il rencontre Léopold II et il obtient finalement l'accréditation pour aller fonder une mission au Congo. Et puis Léopold II et son entourage font une enquête autour de lui pour se dire est-ce que c'est vraiment une personne fiable, sur les épaules de qui on peut fonder une nouvelle mission, est-ce que ça va nous servir. Les premières enquêtes révèlent que oui, on ne sait pas trop qui c'est cet homme. Bon, c'est un missionnaire métis, il est américain, il peut nous servir en effet pour faire une passerelle et créer des liens avec les États-Unis, donc pourquoi pas. Et puis, bon, ça poursuit, puis bon, en fait, on ne sait pas qui c'est, il n'a personne derrière lui finalement, il n'y a personne pour se prêter garant cet homme, et on le décourage finalement. C'est là que ça commence à être intéressant parce qu'il n'a plus d'accréditation du tout, il part quand même, il part au Congo, il s'embarque pour ce voyage incroyable, il fait toute la côte, donc là il rencontre des tas de gens, il est très arrogant, donc il aime beaucoup se faire mousser, il aime beaucoup rencontrer des gens qui font partie de l'élite locale, que ce soit aux États-Unis, en Europe, puis sur le continent africain. Et là, il commence à s'engager sur le fleuve Congo, et il remonte le fleuve. Et comme toutes les personnes qui ont remonté le fleuve, comme l'écrivain Conrad,
il est d'abord déprimé parce que ça ne correspond pas à l'image qu'il avait en tête, cette image occidentale vraiment, donc comme on disait tout à l'heure, cette image d'aventure, d'exotisme. Les cannibales, il les voit peut-être un peu, ou il les imagine, on ne sait pas, mais ça ne correspond pas à la luxuriance qu'il avait en tête. Les villages commencent à être désertés. À cette époque déjà, il n'y a plus grand monde, le pays est déjà dépeuplé, il ne comprend pas pourquoi. Et puis au fil de l'avancée, c'est l'horreur. Et quand il arrive au bout de son voyage, il est totalement démoralisé et il se dit j'ai compris ma mission sur Terre. La mission que j'ai, c'est de dire ce qui se passe et de dire que cette grande mission civilisatrice dont se tarde Léopold II, elle est totalement illusoire et elle est malhonnête. En fait, ce que cet homme est en train de faire, c'est de piller un pays et personne ne s'en rend compte. Et là, il décide d'écrire cette lettre qui fait 14 pages et qui est publiée telle quelle dans quelques journaux américains et qui donne lieu, évidemment, à une campagne de discrédit total sur la personne de George Washington Williams et qui finalement n'a pas d'écho. Mais c'est la première lettre ouverte qu'on a contre un souverain, contre un chef d'État indépendant dans la presse. C'est la première campagne de presse internationale contre un crime contre l'humanité. Il n'emploie pas le mot crime contre l'humanité, mais on commence à avoir cette bascule. C'est la première fois qu'on a un concept similaire. Il parle de crimes, il veut dénoncer des crimes au nom de l'humanité. Et après cette dénomination, on va avoir très vite, contre Léopold II, la notion de crime contre l'humanité. C'est vraiment une ouverture dans la perception d'une politique fausse qui est très intéressante. Et en ça, il a beau avoir une vie, il a fait des choses bien, cet homme, mais un peu contre son gré. Et finalement, il achève sa vie, parce que lui aussi, c'est comme Brazza, il meurt un an après, en fait. Un an après la publication de cette lettre, donc il n'a pas le temps de voir que ça n'a rien donné, il avait encore un peu d'espoir, et il voulait écrire un livre. La mission qui lui restait, c'était d'écrire un livre vraiment très détaillé sur tout ce qu'il avait vu. Il n'a pas eu le temps de le faire, il est mort avant, il est mort totalement oublié, il est enterré en Angleterre, dans une ville à Blackwood, personne ne le connaît bien, et voilà, tout le monde a oublié l'existence de cet homme, que ce soit aux États-Unis, en Europe on n'en a jamais bien parlé, mais même aux États-Unis il n'est pas connu, il n'y a qu'une biographie sur lui qui est très très floue. Et c'est un homme énigmatique, à la personnalité très égocentrique, mais finalement il a quand même fait quelque chose qui est marqué, qu'on voit encore aujourd'hui. Cette lettre, elle est absolument incroyable. Finalement, c'est un petit-fils de l'Afrique qui fait la première grosse dénonciation. Alors si je... Oui, quelque part, hein, bien sûr. Hein. Oui, c'est. Alors lui, il se perçoit pas comme ça parce que. Bah, tout à fait. C'est. Mais c'est intéressant parce que il se démarque. Aux États-Unis, on peut pas se démarquer du peuple noir si on a un 8e, parfois un 16e, parfois un 32e de son noir. De toute façon, il a beau être très clair, c'est un nègre quoi, pour tous les Américains et pour Léopold II, évidemment. Donc même lui ne se perçoit pas forcément comme ça et je sais même pas s'il avait. S'il a pris conscience de ça, parce qu'en fait, en plus, quand on a atteint ce niveau social aux États-Unis, je pense qu'il a eu un choc terrible quand il est arrivé en Afrique et qu'il a vu que les loups n'étaient que blanches. Il n'y avait pas du tout encore, à ce moment-là, de marche pour les indigènes. Et il ne s'identifie pas du tout aux gens qu'il voit sur place. Il fréquente que les blancs, donc il n'a pas cette conscience, en effet. C'est super intéressant, ce personnage. C'est pas subjectif, je veux dire, c'est pas volontaire. Non, c'est involontaire. C'est un regard qu'on a sur lui. Exactement, quand on fait un recoupement, finalement, oui, bien sûr. Avec la distance, on se rend compte. Il est une passerelle involontaire. Comme Otabenga, d'ailleurs. C'est marrant parce qu'on n'a pas parlé d'Otabenga depuis le début, je me dis, mais c'est fou, parce que c'est le fin départ. Et puis le début et la fin. C'est lui qui ouvre. Non, mais c'est vrai, c'est une passerelle, vraiment, c'est une vraie passerelle, lui aussi. Parce qu'à un moment donné, j'ai fini par comprendre en fait, que les personnages finissaient par se rencontrer. Et du coup, c'était marrant à chaque fois de se dire quand est-ce qu'ils vont se rencontrer. Donc c'était assez marrant. Et en fait, j'ai bien aimé. Alors, je sais plus si c'était Williams qui rencontre Booker T. Washington. Oui, tout à fait. Oui, qui va le voir. En fait, j'ai trouvé très intéressant en fait le fossé qu'il y avait entre eux dans la volonté de. Parce qu'il y en a un autre, il veut éduquer donc, les gens, les noirs, à pouvoir s'en sortir et tout ça. Alors que l'autre, lui, il est carrément dans l'ailleurs. C'est-à-dire que son esprit est carrément ailleurs.
Et du coup, je trouvais ça plutôt intéressant de voir comment on peut coexister dans le même espace au même moment. Parce qu'il aurait pu aussi se dire que lui, son destin va s'accomplir aux États-Unis. Bien sûr, mais c'est un ovni, mais c'est exactement ça. Il y a 3 personnages américains, afro-descendants, parce qu'en vraiment, là, le terme, il est vraiment très approprié pour eux, parce qu'ils ont, à leurs yeux, à eux-mêmes, ils n'ont plus rien d'africain. Il y a 3 visions différentes. Oui. Donc George Washington Williams, c'est un ovni. Il n'agit que pour lui jusqu'à la fin, jusqu'à sa dernière année. Il pense qu'à lui. Et c'est marrant parce que malgré tout, il arrive quand même à œuvrer pour le bien-être de l'humanité tout entière. Là, c'est noirs, blancs, occidentaux, orientaux, africains. Enfin, je trouve qu'il a une place dans l'humanité qui est très importante, George Washington Williams. Vraiment, à son corps défendant, c'est ça qui est fou. Et il y a les 2 autres figures des droits civiques qui sont Booker T. Washington. Et pareil, les 2 figures sont très intéressantes parce que Booker T. Washington est né dans l'esclavage. Et il est sorti de l'esclavage à 9 ans. Enfin, l'émancipation a été proclamée quand il avait 9 ans. Donc il a encore des souvenirs très forts. Il a vu sa mère trimer dans les champs de coton, son frère aîné. Et quand il est sorti de là, il a dû aller à l'école pour apprendre à lire, à écrire et pour savoir comment se comporter face à des objets du quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai aussi pris conscience de ça. C'est-à-dire que quand on est et on vit dans des conditions pareilles, c'est pas uniquement l'alphabétisation qui pose problème pour s'intégrer dans une société, c'est vraiment comment on s'assoit sur une chaise, parce qu'il n'y a pas de chaise dans une case d'esclaves, il n'y a pas de verre, il n'y a absolument rien de ce qui est dans cette pièce. Et il a appris tout ça de manière tellement rapide et tellement volontariste que le directeur de l'école lui confie la création d'une école en Alabama, qui est une école agricole et technique, parce que il ne s'agit pas de tout de suite donner des outils de développement incroyables à des gens qui sortent juste de l'esclavage. Donc on va leur apprendre à être utile, à se développer un petit peu, mais surtout à être utile à la société. Donc on leur apprend le travail de la terre et comment se servir. On leur apprend les bases de l'hygiène et comment se servir des objets usuels. Voilà, Booker T. Washington, qui toute sa vie va être très patient. Et ça, c'est contestable, c'est vraiment 2 visions qui sont très intéressantes. Il va être très patient envers le pouvoir blanc, en se disant on va se rendre indispensable dans cette nation qui maintenant nous appartient, et puis un jour ils vont se rendre compte qu'on est leur égout. Mais ça peut prendre des générations, ça peut ne jamais arriver. Et en face de lui, il y a William Du Bois, qui est une figure très intéressante parce que il arrivera aussi plus dans le tome 2 parce qu'il a une vie très longue. Il est mort en 63 et il est mort la veille du discours de Martin Luther King, I Have a Dream. Il est mort juste la veille au Ghana. Et je trouve qu'il est formidable parce qu'il voit l'évolution de tous les droits civiques aux États-Unis jusqu'en 63, donc juste avant la fin de la ségrégation. Et lui, c'est l'inverse. Il est né au Nord, dans une famille plutôt éduquée. Il a eu la chance d'aller à Harvard. C'est le premier doctorant noir de Harvard. Donc, lui, il a un ego, mais surdimensionné. Il pense qu'il est l'homme le plus intelligent du monde. Et c'est vrai que c'est un homme exceptionnel. Il est incroyable. Mais alors lui, il ne veut pas attendre. Donc Booker T. Washington, pour lui, c'est vraiment quelqu'un qui retarde la cause du peuple noir. Lui, il veut tout de suite. Il se dit, puisque moi j'ai eu ça, il n'y a pas de question de race, on peut tous y arriver. Et on va tous y arriver. Et on va tous aller à Harvard s'il le faut, s'il faut leur montrer qu'on est leur héros. Et donc, ils s'affrontent. Donc au milieu de ça, il y a George Washington Williams qui s'en fiche. C'est son chemin avant tout. Et puis, il aussi. Et ces 3 figures vraiment importantes parce que ça se discute encore une fois. C'est en effet pourquoi attendre. Enfin, pourquoi attendre qu'on nous tende le bras, qu'on daigne nous élever. Enfin, c'est la condescendance qu'on peut retrouver dans beaucoup de mouvements antiracistes encore aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, on n'a pas besoin de vous, quoi. Notre vie et ce qu'on dit et ce qu'on fait suffit à prouver qu'il n'y a pas de barrière et puis il n'y a rien à demander, on obtient. Voilà. Et peut-être que si on peut préférer une attitude à l'autre en termes théoriques, il faut aussi voir ce qui est le plus efficace. Donc, moi, je sais pas, je trouve que les deux personnes sont intéressantes, ils se sont rencontrés, ils se sont affrontés sur le terrain des idées. Et c'est pas fini, parce qu'ils se sont rencontrés plus après. Et, mais c'est 2 visions qui... C'est peut-être bien qu'il y ait des gens.
Et ça s'est reproduit dans l'histoire, hein, avec... Malcolm X, Luther King, bien sûr. Exactement, Ouais, c'est antagonisme entre guillemets, Ouais. mais c'est une façon différente de voir la lutte et le combat. Ouais, exactement. Moi, je vois d'ailleurs Obama, parce que les gens lui font beaucoup de reproches, etc. Moi, je vois plutôt en Obama un Martin Luther King qu'en Malcolm Moi, X. je vais dire ce genre de choses. D'accord. Personnellement, non, je lis très bien sur Internet. Je retire ce que j'ai dit sur Obama. Non, mais ça se discute aussi. Obama, moi je. Plutôt pragmatique comme gars. Pragmatique, mais le problème c'est qu'Obama est certes métisse, mais en fait il est missionné pour continuer une politique. C'est un Américain. Exactement. Et Obama par exemple avait dit à l'époque de Bush, moi si j'étais élu président, je retirerais toutes les troupes d'Irak. Et en fait, il se rend compte quand il arrive au pouvoir qu'il doit envoyer 2 fois plus de troupes. On ne lui demande pas son avis, il faut envoyer des troupes en Irak. Et en fait, c'est un président américain, en effet. Et il se trouve qu'aux États-Unis, c'est quand même important qu'il y ait cette image. C'est important que l'image de la personne noire soit cassée et qu'elle soit aussi représentée par un président. Donc ça, c'est très important. Mais dans la politique, je Est-ce que Martin Luther King aurait aimé être président des États-Unis? Oui, ça c'est une question qui peut se poser. Ouais, Je suis intéressant. pas sûr. Moi non plus. Je sais pas. Est-ce qu'il aurait pu? Non, sur la question. Même s'il avait pu, je pense qu'il n'aurait pas Même voulu. s'il avait pu, est-ce qu'il aurait voulu? C'est une vraie question. Martin Luther King, Oui. pourquoi moi je dirais Malcolm X. Hein. Martin Luther King, moi je vois très bien président des États-Unis. Alors je n'ai aucun problème avec cette. Moi, je pense Ah, les dreams là. Il est près de cible. Ouais. Ah bon? Il est près de cible, je trouve. Bah comme Obama justement. c'est ce que- Non, mais il a été tué parce qu'il n'était pas assez, moi je pense. Il a été tué parce qu'il commençait à être trop dangereux politiquement. Il commençait vraiment à vouloir créer une alliance avec les blancs prolétaires. Et ça fait très très peur. Parce que si on commence à casser les couleurs et à se dire en fait on est tous dans le même bateau, on est tous pauvres. Et là, il a commencé à faire très peur. Moi je pense qu'il a été. À ce moment-là, il a montré qu'il était plus docile. Il était plus suffisamment docile et que du coup il n'aurait pas voulu être président parce que c'était pas sa place et qu'il n'aurait pas pu mener ses politiques. Et peut-être qu'Obama était de bonne foi quand il était sénateur, mais une fois arrivé au pouvoir, je pense qu'on n'a plus les mains libres. Martin Luther King aurait été président s'il avait pu. Parce qu'il se serait dit que c'est de là qu'il aurait pu changer les choses. Il était plus consensuel. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a pu faire avancer certains droits civiques en étant consensuel. Et rêveur. Non, il rêvait au début. Après, il rêvait plus. Non, il a arrêté de rêver quand on l'a tué. Là, il a vu la réalité. Moi, je crois que j'ai l'impression qu'il y a eu une certaine évolution. Donc au départ, on a ce gars qui est rêveur, qui veut changer les choses. À un moment, il se dit, bon, voilà, il va falloir avoir des consensus, accepter certaines choses, en donner d'autres, être un peu plus consensuel, etc. Et à un moment, il se rend compte que même avec ça, il n'obtient rien du tout, il n'y a rien qui avance. Donc il commence petit à petit, ce que disait Jennifer en fait, à être un peu plus dur, aller s'allier avec d'autres personnes qui pourraient aller un peu dans le côté de Malcolm X vers la fin. Moi je le trouve un peu plus combatif, etc. Peut-être le Martin Luther King du début et du milieu, oui, mais celui de la fin, non, clairement. Parce que le gars était beaucoup plus... Bon, mais moi je pense qu'il faut se poser aussi la question pourquoi on élève Martin Luther King dans la société blanche américaine et Malcolm X c'est ça. Parce qu'il est docile. Parce qu'il était docile. Consensuel. Comment ça? Non, c'est vrai, c'est que Malcolm X était beaucoup plus violent et qu'il le prenait et qu'il avait des positions beaucoup plus tranchées, notamment vis-à-vis des blancs. Ouais, bien sûr, parce qu'il était pro-communiste aussi. Et ça, Malcolm X, vers la fin de sa vie, il s'adoucit. Donc, et pourtant, il est quand même tué. En fait, Malcolm X, le danger qu'il représentait, c'était le réveil vis-à-vis des Noirs. Parce que quand il fait son voyage en islam et qu'il revient plus consensuel, son combat n'est plus dans la violence. Son combat est dans intellectualiser les gens pour qu'ils prennent conscience en fait qu'ils peuvent également avoir les mêmes droits sans pour autant passer par la violence. Et puis le pont qu'il commençait à faire avec l'Afrique déplaisait. Parce qu'ils se sont dit, si là-bas il prend du soutien, ça va être très compliqué pour nous. Chose que Martin Luther King n'était pas encore prêt à faire. Martin Luther King, sa vision c'était les États-Unis, rien d'autre. Mais Martin Luther King, je pense que oui, il aurait pu être Obama. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont mis Obama. Parce
qui lui ressemble assez. Webb Du Bois, il vit un épisode assez marrant. Enfin, je crois que c'est lui qui va en Allemagne. Oui, tout à fait. Et qui se ramasse en plein figure sans statut d'homme noir, quoi. Ouais. Parce qu'à un moment donné, je crois qu'il s'oublie. Enfin, après, c'est vraiment dur ou pas, mais voilà. Il a cette conversation avec ces personnes. Et du coup, je me demandais si Booker T. Washington, justement, c'était pas aussi de par son histoire qu'il voulait rester aussi ancré. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. C'est-à-dire que son combat, il soit pour ça soit beaucoup plus terre à terre, voilà. Que ce soit plus terre à terre, apprendre un métier, tout ça, avant de... Après, je dis pas que l'ordre est bon. J'essaie juste de comprendre en fait s'il n'y a pas une dynamique de classe qui joue dans leur vision complètement opposée. Ouais, mais je pense que oui. C'est aussi ça qui fausse, c'est-à-dire qu'on peut avoir donc un avis sur leurs deux démarches, mais il ne faut surtout pas oublier d'où ils viennent et qu'ils ne peuvent pas avoir le même avis. Donc on peut dire que l'un a tort, l'autre a raison, on peut aussi dire l'un a tort vu d'où il vient, ou il a raison vu d'où il vient, parce que ce sont deux opposés. Et Booker T. Washington, il a donné une conférence en 1895 qu'on a appelée le compromis d'Atlanta, qui est un discours qu'il a prononcé à l'occasion de l'exposition universelle des États du Sud. C'est une exposition universelle qui était cantonnée aux États du Sud pour montrer à quel point, après l'abolition de l'esclavage, il pouvait quand même avoir une puissance économique et industrielle qui pouvait servir tout le pays. Et alors d'abord, l'organisation et la structure de cette exposition faisait que le pavillon noir était minuscule et était vraiment tout au fond, caché tout au fond près de la sortie. Donc c'était plutôt une exposition pour le faste blanc de l'époque des plantations. Donc déjà ça a été un peu critiqué, et on a critiqué Booker T. Washington d'accepter de faire son discours inaugural. Bon, mais lui, en effet, n'était pas dans ses dispositions. Pour lui, dès qu'on donnait la parole à un homme du peuple noir, c'était bon à prendre. De toute façon, quelles que soient les circonstances, il fallait y aller. Donc, il s'y colle et il fait ce discours devant un public majoritairement blanc, avec quelques noirs qui sont près de la sortie, en train d'étouffer sous la véranda. Et il est très bon orateur. Il fait un discours magnifique au cours duquel il explique à quel point donc, les Noirs sont utiles à la société. Mais là, il entre dans des détails et des formulations telles qu'au fil du temps, les quelques Noirs qui sont au fond là-bas se disent mais est-ce qu'il est en train de parler il est en train de nous aider parce que son discours est tellement pas humiliant, mais enfin il a ce ton humble, tellement humble qu'il en devient presque humiliant. Qu'on lui a reproché. Et son premier attaquant, ça a été Du Bois, qui a dit mais on ne peut pas supporter ça, enfin on ne peut pas laisser cette personne nous représenter parce que c'est terrible. En fait, il est en train de dire un truc intéressant qu'on ne voit peut-être pas sur le moment, mais il est en train de dire on est toujours là pour vous, on vous a servi pendant des siècles, on va continuer, donc ne nous abandonnez pas en gros. Et il dit un truc en fait, il dit un truc économiquement intéressant, Booker T. Washington. Parce que ce qui se passe à l'époque déjà, c'est que les États-Unis sont une immense terre de migration. Donc on accueille déjà énormément de populations européennes qui viennent parce que c'est la misère dans leur pays d'origine. Et forcément, ça fait chuter les salaires, ça fait une pression salariale terrible. Et donc, les premiers menacés dans le Sud, ce sont les Noirs. Et les Noirs se rendent bien compte qu'à force de voir arriver de nouveau toute cette vague d'Irlandais, d'Italiens et d'Allemands, s'ils y mettent pas du leur, entre guillemets, les propriétaires, enfin tous les propriétaires de sociétés vont les mettre de côté et vont les laisser sans emploi. Et donc Booker T. Washington, il se bat pour ça. Donc encore une fois, il a une vision efficace des choses, efficace, pragmatique, terre à terre, pour dire il faut qu'on nous le boulot. C'est à nous d'avoir ce boulot-là. C'est pas aux gens qui viennent d'Europe et qui viennent de débarquer qui vont venir nous piquer le boulot. On est là, dans ce pays, on est né ici. Et donc c'est à nous de le faire. Donc voilà, c'est contestable encore une fois. Moi je ne sais pas quoi en penser, mais toujours est-il qu'il a été vraiment critiqué là-dessus pour les mots, en fait, pour les idées qu'il véhiculait, mais pas pour la vraie volonté économique qu'il avait. Les missionnaires qu'on rencontre dans le roman, qui eux, du coup, ils ont cette démarche de partir en Afrique pour aller... En fait, moi ce que j'aimerais savoir, c'est
c'est leur rêve. Ils ont un rêve d'Afrique aussi, un rêve de personnes vers lesquelles ils vont devoir tendre la main. C'est-à-dire que je trouve ça assez étonnant par rapport à l'état de leur pays, par rapport à leurs droits dans leur pays, de se positionner. Enfin, c'est une question, du coup. C'est des personnes qui nous ont fait rêver, en fait. Ouais, exactement. Ils ont des rêves d'aventure. Ouais, des rêves d'aventure pour les plus éduqués qui ont pu lire et qui ont pu accéder à ces écrits, parce qu'en effet, lire Stanley Livingstone, c'est vraiment, comme on dirait, je sais pas, il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui, parce que je ne vais pas citer le plus grand best-seller, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'était Livingstone et Stanley. Ah oui, alors d'ailleurs, pour revenir sur Stanley, pourquoi aussi j'ai une petite tendresse apparente pour lui, c'est que je ne sais pas si vous savez que Livingstone, il est encore vénéré au Royaume-Uni. Livingstone, c'est encore un dieu, il est enterré à Westminster, donc il a une position incontestable. Et Livingstone, il a exactement la même ligne que Stanley, c'est la même chose. Donc c'est pour ça aussi que, en Angleterre même, moi je trouve ça très hypocrite que Livingstone soit totalement respecté, parce qu'on n'est pas complètement dans l'ère de la colonisation à l'époque de Livingstone, on est juste avant. Et Stanley, il incarne, c'est le bouc émissaire. Et moi, comme je déteste le concept de bouc émissaire, j'ai juste essayé un peu de l'en sortir par rapport à Livingstone. Mais pour revenir aux missionnaires, ce qui s'est passé à la fin de la guerre civile aux États-Unis, c'est que on a un pays donc, qui se retrouve avec 4,5 millions d'anciens esclaves, donc beaucoup analphabètes, et il y a une politique qui se dessine, autant du côté blanc que du côté noir. C'est-à-dire que du côté blanc, on se dit 4,5 millions, qu'est-ce qu'ils savent faire à part travailler le coton? Pas grand-chose. Si on fait venir donc des personnes d'Europe qui vont nous coûter peut-être moins cher, ça serait intéressant pour nous. Si on n'en a plus besoin, on va peut-être pas les garder, on va peut-être les renvoyer en Afrique. Et du côté noir, du côté des anciens esclaves, il y a cette idée de est-ce qu'on est chez nous en fait? On a travaillé cette terre et finalement on est maltraité, donc peut-être que chez nous c'est là-bas. Mais c'est pas le cas de tout le monde, parce que Booker T. Washington, c'est pas du tout sa ligne. Lui, c'est ici chez nous. Nos parents sont nés là, nos grands-parents sont nés là, on est ici chez nous beaucoup plus que les nouveaux arrivants d'Europe. Voilà, donc il y a cette ligne qui se dessine, et beaucoup de pasteurs qui sont missionnés par l'Église, enfin par les différentes églises, ont cette idée d'aller christianiser le continent africain, parfois vraiment de bonne foi, en se disant il faut leur apporter de la lumière. Et parfois ils savent qu'ils sont un outil de la politique pour que les États-Unis mettent un pied et une influence en Afrique, pour contrer les influences européennes. Oui, c'est juste par rapport au... Enfin, il y a un traitement que je trouve très différencié dans tout ce qu'on dit là, entre les personnes qui vont, les explorateurs blancs, et les personnes qui vont en tant que missionnaires. En fait, moi, peut-être que je me trompe, mais je vois en fait le même genre de personnalité, c'est-à-dire des personnes qui sont chez elles, bloquées socialement, pour une raison ou pour une autre, qui, en Europe ou aux États-Unis, ne peuvent pas accéder au statut qui les estime mériter. C'est pas étonnant que ce soit que les hommes, mais... c'est une vraie question. Et du coup, qui voient en Afrique, et tous de façon... qui voient en Afrique un endroit où, c'est la propagande qui veut ça aussi, mais où les gens n'attendent que quelqu'un qui viendrait les aider, les sauver. Quand on voit Stanley, sa vie, c'est vraiment sa vie, c'est d'être reconnu en fait. Oui. En tout cas, c'est comme ça qu'il est apparu. C'est moi, il mettrait dans tous ces hommes. Sa vie, c'est d'être reconnu. En fait, c'est en fait, il ne questionne pas. Et c'est pour ça peut-être qu'au final, peut-être que je ne sais pas encore, donc je pense que les personnages noirs américains ont quand même une sensibilité à la cause noire qui n'est pas innée, parce qu'ils ne se voient pas dans les Africains. Clairement, ils ne se voient pas dans les Africains, parce qu'eux, ils servent un truc individuel. Mais ils se reconnaissent parce qu'au final, quand ils voient ce qui se passe, ils se disent « Ok, en fait, peut-être que je devrais arrêter d'essayer de participer à un système qui nous a servi. » Parce que ici, de Brazza ou même Stanley, en vrai, ils ne sont jamais asservis. C'est-à-dire que même quand ils rentrent en Europe, ils ne sont pas asservis. Ils ne sont pas glorieux, peut-être, mais ils ne sont pas asservis. Alors que la personne nord-américaine qui va en Afrique, elle va se reconnaître, et pas que à cause de la couleur de peau. Elle va se reconnaître en fait, parce que c'est le destin qu'on lui réserve si elle reste. Elle a servi dans son pays. Et même ceux qui réussissent, on parle de toutes les stratégies militantes pour réussir, etc. C'est la question de c'est quoi la réussite, et est-ce qu'on reste dans un système qui hiérarchise les individus
pour que certains réussissent, ce qui est la méritocratie. Mais qui est la base de tout, en fait, c'est-à-dire de la répartition des richesses, etc. Ou est-ce qu'on conteste ce système? Et après, moi, je vois peut-être ça aussi dans les différences entre Malcolm X et Martin Luther King. C'est est-ce qu'on reste dans un système en se disant et on est égaux, on pourrait y accéder, alors que la réalité du système capitaliste, c'est que c'est le principe même, c'est qu'il n'y aura pas d'égalité dans la répartition des richesses. Donc on veut participer à la part du gâteau, et donc on veut faire que la question de la race ne soit plus un critère de distinction entre qui a et qui n'a pas, ou alors est-ce qu'on se dit, en fait, c'est pas ça le système, et on essaie de mettre... Voilà, et pour tout péter, il faut peut-être aller plus doucement, pour se renforcer et avoir une autonomie. De poissons. Et qui étaient payés 300... Non, aux États-Unis. Ah oui, aussi, oui. Voilà. C'était des enfants. Donc il n'y a pas une question de couleur de peau, pas de couleur de peau. C'est ça le système... Une question de couleur. Non, c'est ça le système américain. On parle d'un système, mais enfin, c'est quand même un système économique qui repose sur la base d'un travail fourni par des... Ça commence avec des enfants de 18 mois dans les usines. Donc ça pose une question, en fait. Ça pose une vraie question profonde. Donc est-ce que la volonté de vouloir faire en sorte que l'être humain s'en sorte, moi je laisse la question ouverte, j'ai évidemment pas la réponse. Tu ne l'as pas non plus. Les enfants dans les usines européennes à l'époque. Mais voilà, c'est ça dont je parle. Non, parce que là on parle des États-Unis, mais c'est très clairement la problématique profonde. Non, mais la problématique et le capitalisme à mon sens. Voilà, c'est ça. C'est comme très bien montré dans le roman, enfin justement sur ce, c'est que si les enfants blancs peuvent arrêter de travailler, c'est parce que les noirs vont travailler à leur place. Oui. C'est très bien expliqué dans le livre. Il faut toujours passer en fait, la main voilà, à un travailleur. Le capitalisme, c'est un monstre en fait, qui mange. Ils arrêtera jamais de manger. Donc en fait, pour tous ceux qui arrivent à accéder à quelque chose, il y en a 150 000 fois plus qui descendent en fait. Mais c'est ça. Et l'Afrique, c'est ça en fait. Dans ce roman, ce que j'ai voulu, ce qui arrive à la toute fin du roman, chronologiquement, c'est qu'on arrive au développement du droit du travail, avec des lois qui deviennent un peu plus protectrices en Belgique, en France et en Angleterre. Enfin, je ne vais pas aller voir dans les autres pays d'Europe. C'était pas la question. Et on a en effet une réduction de la durée hebdomadaire, de la durée journalière, surtout pour les femmes enceintes, le travail de nuit. Et en fait, excusez-moi, Léopold a une réflexion très sympa sur son peuple concernant le travail. Je vous laisse découvrir. Et en effet, on se dit, bah super, en effet, on évolue. Bah oui, on évolue. Pourquoi? Parce qu'on a d'autres qui bossent à la place, en effet. Et donc ça, c'est... sur la définition de l'humanité. C'est-à-dire qu'à la base, l'humanité, c'est les hommes blancs. Et de temps en temps, quand il y a trop de luttes, c'est pas par ouverture, par générosité, quand il y a des luttes qui payent, parce que trop puissantes, on fait rentrer un petit peu des gens. Donc en fonction de l'âge, en fonction du genre, en fonction de la couleur de peau, c'est toujours le cas. Mais petit à petit, on laisse rentrer certaines personnes en fait, dans la définition de l'humanité. Et je trouve que c'était intéressant dans le roman. En fait, ce que je disais tout au début, c'est que les liens entre les différentes choses, parce qu'on dit toujours que l'Occident vit sur l'Afrique et les pays du Sud de façon générale, et c'était hyper bien illustré, j'ai trouvé dans le bouquin, je ne sais pas si je suis la seule, avec la question du caoutchoup et des pneus. Alors là, c'était pour le vélo, mais bon, ça les applications sur le libre, le droit de travail. On voyait vraiment les différents aspects et c'était vraiment bien intéressant. Et juste, je reprends surtout qu'elle a fait longtemps, sur le fait qu'on trouvait que le livre n'était pas accessible. Vraiment, je trouve que la plume est très fluide et que le fait que ce soit un roman et le fait qu'il y ait ces diverses illustrations le rendent accessible, en tout cas accessible comme objet d'étude. C'est-à-dire que si on se dit, concrètement, qu'est-ce qu'on a été chercher en Afrique, on peut prendre un extrait et l'exploiter en fait. À destination d'enfants, etc. Avec toutes ces réserves qu'on a mis sur le plan qu'abordé dans la Mais je vais un peu rebondir sur la question de l'homme blanc, parce que l'homme blanc, quelque part, on le crée à un moment de l'histoire. Il est créé à un moment de l'histoire pour aller exploiter en fait une partie de la population et expliquer à son peuple pour quelles raisons on peut exploiter cette partie de la population et pour quelles raisons on peut la traiter ainsi. Et ça veut dire qu'il faut qu'on le déshumanise en disant qu'il n'est pas aussi humain que nous. Et on va expliquer ça à d'autres personnes qu'on estime un peu plus bêtes. Parce qu'on j'explique souvent aux gens ici qu'en fait le racisme, en fait, c'est un truc quand on inocule aux gens qui sont idiots pour pouvoir les exploiter en même temps qu'on exploite d'autres personnes sans qu'ils ne puissent se révéler en fait. Casser
des tentatives de réunification des classes sociales en fait entre elles, les faibles en fait. Parce que si tous les faibles se mettent ensemble, ça fait trop. Voilà, donc il fallait créer cette cassure-là et ils ont très bien réussi ça. C'est des thèses qui ont été fabriquées, construites et enseignées. C'est ça que quand on parle maintenant de décolonisation des esprits, etc., de race, etc., c'est tout un travail qui doit aussi être fait. Mais il n'a jamais commencé parce qu'il n'y a pas la volonté de le faire. Parce que s'il y a la volonté de le faire, les gens vont se mettre ensemble et le capital, c'est un peu derrière. Hein. Donc voilà, l'homme noir est venu travailler pour remplacer en fait l'homme pauvre européen. Après l'homme pauvre européen, on a créé l'homme noir. Et après l'homme noir, on a créé les machines. Et maintenant, la femme noire. Non. La femme noire n'a toujours pas été créée. Hein. Attends. On a créé les machines et puis maintenant. C'est politique en fait. Mais c'est un livre totalement politique. C'est un livre qui est complètement anticapitaliste. C'est un livre qui est complètement anticapitaliste. Ah, je suis tellement contente d'entendre ça. Voilà, c'est le but du roman. Merci. On peut s'arrêter là. Non, mais c'est. Oui, on va dire sur ce que tu viens de dire là. C'est-à-dire tout ceci a été savamment orchestré. Donc, on s'est pas réveillé du jour au lendemain pour voir tout ce qui est là. Ça a été organisé, réfléchi de manière tactique. Hein. Ouais. Comme nous, on s'inspire, enfin, je pense beaucoup de gens, c'est ça. On s'intéresse à l'histoire des luttes. Oui. Évidemment que nous bloque cet héritage, alors qu'on le voit dans le roman aussi, et j'imagine si tu continues la fresque historique, on le verra aussi. Que le dominant se nourrit aussi de sa propre histoire en fait, qui pour le coup est connue. Ouais. Et que des techniques qu'on retrouve, alors là l'Asie est très abordée, par exemple, des techniques qui ont été appliquées aux États-Unis sont appliquées également en Afrique et j'imagine aussi en Asie, et sur tout ce qui est acculturation, etc. On le voit. Et c'est vraiment du coup une importance d'avoir ce roman, c'est parce que il montre ça. Et les deux points de vue, moi j'ai trouvé ça vraiment puissant. Mais c'est gentil, moi j'ai trouvé ça puissant parce qu'en effet je tombe sur ces... Parce que c'est vrai, hein, c'est une histoire vraie aussi, ça c'est vraiment... Il a été missionné pour aller chercher le papier pour cet Indien, pour que l'Indien puisse quitter l'école. Et quand j'ai lu ça, je me dis mais c'est incroyable. Couper les cheveux. Ouais. En plus nous avec nos cheveux. Ouais. Et donc on demande à des Afro-Américains, donc à l'époque des nègres, de couper les cheveux des Indiens dont ils sont si fiers, et ils voient en face parfois des cheveux crépus, ils disent mais c'est eux qui vont nous toucher. Il y a une fierté d'un peuple face à un autre qui a été esclave et qui a oublié pour certains hommes, enfin moi je ne crois pas, mais bon c'est comme ça qu'il apparaît pour Booker T. Washington comme ayant perdu sa dignité. Donc c'est inacceptable pour le peuple d'en face. Le problème c'est que le peuple d'en face, si on regarde encore une fois les choses d'un point de vue efficace, le peuple d'en face aujourd'hui, il a tout perdu. Tout perdu. Alors, exactement. Juste quand même, c'est que les peuples, les natifs, si on a arrêté ils ont été réduits en esclavage aussi, et si on a arrêté de les réduire en esclavage, c'est parce qu'en fait, ils étaient plus assez nombreux, en fait, ils ont été décimés. Ils ont été décimés, bien sûr. C'est la raison pour laquelle ils ont été... Alors, ils ont été réduits en esclavage, bien sûr, à une époque en effet antérieure. Mais à cette époque-là, ils sont plus nombreux pour faire une main-d'œuvre. Oui, c'est ça. Mais s'ils avaient été assez nombreux, ils auraient. Mais sauf qu'on les a tués en fait vraiment, mais du nord au sud. Enfin, de l'Alaska jusqu'à l'Ushuaïa, on les a vraiment complètement éradiqués en effet. Donc le problème c'est qu'en effet dans la mémoire collective de ces peuples-là, il n'y a quasiment pas eu d'esclavage. Leur histoire de résilience, leur histoire de lutte, elle découle aussi du sort qu'ils ont eu. Exactement. Et ça permet aussi de relativiser un peu, pas dans le... Voilà. Ça permet de relativiser un peu parce qu'on se dit, mais finalement, les Indiens, par rapport à nous, par rapport aux Africains, ils en sont... c'est mort. Et chez nous, il y a un grand espoir encore. On a des territoires, on a une terre, on a des pays, etc. Théoriquement. On fait les enfants. Ils ont été tués, on leur a donné des couvertures avec du tissu. Vous faites 8 enfants, c'est trop. On vous a dit d'en faire un. Ils sont dans des réserves. Voilà, donc ils ont été éradiqués. Ah oui, non, mais clairement. Mais ils ont bataillé pourtant. Ah oui, il faut voir aussi la répartition
gens du pouvoir. Et on les a éradiqués de toutes les manières possibles. On ne s'est pas simplement contenté de les tuer. On les a rendus malades, on a extradé leurs enfants. C'est Justin Trudeau qui a présenté des excuses il n'y a pas si longtemps aux autochtones au Canada. Les gens n'en parlent pas, mais le Canada aujourd'hui, c'est pas les Canadiens. Il n'y a pas si longtemps, c'était les Indiens, mais pareil, on les a éradiqués. Nous, c'est peut-être parce que, oui, on est plus nombreux, et puis certains Africains, ben, ils sont restés en Afrique, pendant qu'il y en a d'autres qu'on a vendus. Donc voilà, mais je pense pas qu'on ait de mérite par rapport aux Indiens. Non. On était peut-être plus nombreux, simplement. Non, je pense qu'il y a aussi le fait que, en fait, les Américains, quand ils sont allés s'installer dans un territoire. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le choix pour prendre la place, ils devaient éradiquer. Si, je sais pas, on va se lancer dans des conjectures, si jamais les Européens avaient eu besoin de place, et qu'ils se seraient venus en Afrique. Et qu'il n'y avait pas cette espèce de... Voilà, et qu'ils étaient partis s'installer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bah, on a eu l'Afrique du Sud. Hein. Bah ouais, on va loin. Il y a l'Afrique du Sud juste à côté. Hein. Et qu'il n'y avait pas l'Europe où se replier, je veux dire. Parce que les Américains, quand on les a envoyés, de ce que je dis un peu, c'était un peu la ligne d'humanité quand on est là-bas. Aux États-Unis. Oui. C'était un peu les prisonniers. C'était les Irlandais qui ont été aussi esclaves des Anglais. Mais oui, parce que je pense que les populations étaient beaucoup moins denses que dans certaines parties de l'Afrique. C'était encore vraiment des peuples nomades et en très petits clans. Parce que quand on est nomade, on fait moins d'enfants. Et donc c'était quand même beaucoup moins densément peuplé. Mais vraiment du nord au sud. Et je pense que c'est ça, c'est le fait qu'ils étaient trop peu nombreux aussi pour résister à cette invasion. Alors qu'en Afrique, tout le continent était quand même dense. Alors il était beaucoup moins après le passage de Léopold II. Il y a des pays qui n'ont encore aujourd'hui, qui n'ont pas une démographie normale. La RDC n'a pas une démographie qui correspond à son évolution jusqu'au 19e. Il y a eu une cassure totale. Et on leur demande de ne pas faire d'enfants. Comment explique cette histoire? Les Africains ne doivent pas faire d'enfants alors qu'on est un continent qui est complètement dépeuplé. Complètement, il n'y a personne. Mais en fait, par exemple, par rapport... si les Africains continuent à faire des enfants, ils seront encore en train de peupler le continent. L'objectif number one, c'est quand même d'avoir le continent africain sans les Africains. Donc, moins ils font d'enfants, moins il y a de risques pour qu'eux puissent exploiter la tête. Parce que ce qui intéresse en Afrique, c'est pas le peuple, c'est la richesse du sol et tout ce qu'il y a là-dessus. Ils ont déjà essayé d'effacer l'histoire, ils n'ont pas totalement réussi, parce que comme il le disait, on avait des codes, on avait des façons de cacher le tout, donc notre histoire, elle est toujours là, et on trouve, nous, en tant qu'enfants, héritiers, descendants, etc., les moyens de décoder certaines choses que eux ne parviendront jamais à faire, même s'ils s'y prennent d'une manière ou d'une autre. Et donc, le seul moyen de s'assurer que, évidemment, le territoire qu'ils convoitent depuis des siècles et des millénaires est à eux, c'est que nous soyons plus nombreux. Et d'autre part, ils ne veulent pas qu'on vienne les envahir aussi. Si on ne fait plus, s'il n'y a plus d'enfants en Afrique, il y a moins d'envahisseurs chez eux. Donc, ils prennent les richesses, ils viennent bâtir leurs empires sans le malaise d'avoir à supporter l'étranger, celui qui va venir réclamer sa part. Parce que ce que vous êtes en train de bâtir, vous êtes en train de le bâtir sur la sueur de ses ancêtres, le sang de ses enfants, et que sais-je encore. Donc, moins d'enfants, plus de facilité d'accès au territoire, et moins d'envahisseurs. C'est pas juste capitalisme ou autre. Le plan, il est là depuis longtemps. Hein, c'est ce qu'ils font. Même les Stanley, les de Brazzaville, c'est ça qu'ils cherchaient. Parce qu'ils ne vont pas pour coloniser, ils vont pas pour civiliser, ils vont pour créer l'homme à leur image. Ils se prennent pour Dieu. Ils veulent créer des gens qui leur ressemblent, mais surtout qui sont, une fois asservis, assujettis, qui sont d'accord pour faire exactement ce que eux veulent. À leur manière. Et ils peuvent, comme ça, le lendemain, se targuer de dire « C'est moi qui t'ai appris ça, qu'est-ce que tu veux m'apprendre, toi ?» Tu fais ce que je te dis, tu restes à ta place, etc. Donc, tu fais moins d'enfants. Écoute, moi, je te le dis, c'est pour ton bien. Dans le livre, on le voit bien. Au début, eux, quand ils avaient l'ivoire, ces noirs, ils accumulaient l'ivoire parce qu'ils allaient tuer ces bêtes pour se nourrir. Pas pour le plaisir, pas pour faire des bijoux. Et donc, au fur et à mesure, l'ivoire s'accumulait, mais ils avaient toujours en tête de ne pas tuer trop d'animaux pour leur permettre de se reproduire. Aujourd'hui, quand je regarde la télé, on me dit « Brigitte Bardot dit aux Congolais de ne pas manger du singe ». Je lui dis « Mais écoute, d'abord, fais une toilette. Mais nous, on ne mange pas le singe parce qu'on a envie de tuer la bête. On mange quand
On sait que c'est nécessaire, c'est une bête qui va nous nourrir, qui va nous donner de la force, mais on va s'arranger pour la laisser se reproduire. Il y a une saison où on ne va pas y toucher. On ne mange pas les chenilles tous les jours, même si c'est délicieux. Parce qu'après, on sait qu'il y aura des papillons, mais on va s'arranger pour en laisser assez. Donc, ne pas faire des enfants, ce n'est pas pour vous aider, c'est pour les aider eux. C'est pour leur demain. Moi, j'ai fini. Et dans cette dynamique-là, alors moi, ce que j'ai bien aimé justement dans le roman, alors je vais complètement spoiler, hein, vous le lirez, vous verrez bien, c'est, il y a une espèce de tribu, ça se voit que Tabenga, il vous a vraiment touché pour le coup, et en fait, c'est aussi le côté un peu... Il n'y a pas un côté un peu écolo chez Jennifer Richard? Non mais c'est vrai, parce qu'il y a tout la nature, le respect comme ça justement, de tuer des bêtes, expliquer toutes ces choses-là. Mais bien sûr, mais s'il y a un côté anticapitaliste, il y a forcément un côté écolo et vice versa, parce que c'est lié, parce qu'on peut dire oui, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut rouler moins, il faut faire ci moins. Oui, il faut faire tout. Il faut faire tout moins. Il ne faut pas faire tout différemment, se dire ah, bah, tiens, je vais rouler avec ça aujourd'hui, là je vais acheter autre chose chez quelqu'un d'autre. Non, non, j'arrête d'acheter, j'arrête de consommer, je fais tout en moins. Parce que c'est un message qui existe depuis en effet très longtemps. Et même Stanley avait dit dans une lettre à Léopold, il faut qu'on fasse gaffe avec l'ivoire parce que bientôt il n'y aura plus d'éléphants. Alors évidemment ça a été dit avant sur le territoire lui-même, mais en Europe, je veux dire, ça a été dit entre Européens depuis un peu plus longtemps que quelques décennies. Et aux États-Unis même, la déforestation dans le sud, on dit à un moment, mais si on continue, il n'y aura plus d'arbres. Mais on se les dit déjà à l'époque. C'est fou. 19e siècle, on sait déjà qu'il faut faire attention à la forêt, qu'il faut faire attention aux populations des différentes espèces animales. Donc c'est assez aberrant, encore une fois, dans les recherches, de lire des trucs comme ça, des articles de journaux sur des gens qui s'élèvent contre ça, contre la surexploitation. On se dit, mais un siècle plus tard, on a le même discours et rien ne change. Donc oui, ça fait partie du message, du package du message global du livre. C'est juste pour dire que ça rentre dans ce que je disais tout à l'heure sur le fait de dépenser beaucoup d'argent et de mettre beaucoup de moyens pour créer un discours et le maintenir. C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit en Afrique ou n'importe où, en fait, avant l'idéal, le progrès, etc., les gens vivaient en fonction des ressources locales. En fait. C'est-à-dire que si on ne peut pas se déplacer, mais c'est vrai pour tout le monde, hein, c'est pas parce que des fois c'est un peu infantilisant et idéalisant de dire oui, le mythe du bon sauvage quoi, en fait, qu'on peut retrouver. En fait, partout on vivait en fonction de la force humaine et un peu des bêtes, mais pas tant que ça, et un peu mécanique, mais pas beaucoup. Donc en fait, on utilisait les ressources locales et on vivait en fonction des ressources locales avec une préoccupation pour les ressources locales. Et c'est vraiment dans le cadre du développement, du progrès de l'Occident et de du capitalisme en vrai, mais de la façon dont on consommait les ressources en les rationalisant, je sais pas, c'est pas rationaliser le bon terme. Donc bah voilà, nous on veut des beaux objets, donc on va aller chercher une ressource qui est là-bas et on a vu en grande quantité pour les vendre, et pas pour mon utilisation de moi, je tue mon champagne de peine, pour les vendre, et donc du coup, ils ne pas de l'exploitation. Du coup, en fait, il y a un côté un peu... je sais pas comment dire, quand nous on est là et qu'on dit ah mais déjà, le 18e siècle ils disaient ça, mais en fait c'est logique. En fait c'est beaucoup plus logique que nous qui disons le changement de régime, c'est à ce moment-là. Oui, bien sûr. Non, mais c'est très logique, non, mais même c'est des discours qu'on entend même depuis bien avant, enfin, même dans le christianisme, il y a des paroles il faut se mesurer. On se mesure la capitalisation, l'accumulation et la projection, l'accumulation dans la projection n'a absolument aucun sens. Donc oui, c'est logique, mais ce qui est nouveau, je sais pas si... Oui, ce qui est nouveau, c'est le fait, et ce qui est intéressant, c'est de le voir écrit noir sur blanc dans des journaux. Et de se dire, en fait, il n'y a pas d'excuses. Mais en effet, il n'y a jamais eu d'excuses. Et en fait, c'est à moitié désespérant. Et en fait, je ne sais pas si c'est plus désespérant ou encourageant. Moi qui suis pessimiste, je trouve que c'est plutôt désespérant de voir des sonnettes d'alarme qui sont tirées depuis si longtemps. Et en effet, c'est déjà vachement tard. Enfin, de prétendre que ça arrive à ce moment-là. Ça a été évident pendant, je sais pas, pendant 10 000 ans en fait. Pendant tout le temps où l'homme s'est développé en tant que sapiens sapiens jusqu'à ce qu'il se sédentarise, ça a été totalement évident. Tout d'un coup, ça va plus. Mais est-ce qu'on peut être pessimiste en écrivant un livre pareil? Parce que si on est pessimiste, on dit bon, c'est mort de chez mort, je vais écrire ça et puis quoi. Oui, mais moi je crois qu'il faut avoir plutôt une bonne dose d'optimisme, de dire c'est comme ça, je ne suis pas d'accord, je vais lutter contre ça.
Et ma façon de lutter contre ça, c'est de dire aux autres, mais regardez ce que vous avez dans la gueule et puis c'est vous devez. Pas idéal. Ah, mais ça, c'est une discussion que j'ai souvent avec mon mari sur le pessimisme, l'optimisme et le fatalisme, parce que je suis pessimiste, mais je suis pas totalement fataliste. Donc je me dis, j'ai ce temps qui m'est donné sur Terre, le plus long possible, j'espère, et moi j'ai appris des choses, j'ai envie d'en faire part à certaines personnes, et si une personne me dit « Ah, ben, j'ai appris quelque chose » ou « J'ai envie d'aller lire telle chose », par exemple le rapport Brazza, je me dis « Mais c'est super ». Voilà, et donc ça fait des petites loupiottes qu'on se passe comme ça. Et même si je sais pas si ça va servir à quelque chose à la fin des temps humains, je veux dire, moi je vais employer mon temps à essayer de passer un relais. Enfin, voilà, d'être un relais parmi d'autres. Est-ce que peut-être avoir cette acquaintance avec les explorateurs, parce que c'est quelque part une manière d'explorer en fait d'une certaine manière en fait la vie, l'histoire, etc. C'est-à-dire qu'on a. Il faut prendre ça après le corps, hein, parce que moi j'étais lire, c'est une chose, hein, on lit 730 pages, puis à un moment on se dit mais moi je lis, je trouve des fois un peu laborieux, mais elle les a écrits. Et pour les écrire, elle a dû aller chercher des informations. Comment c'est titanesque comme boulot. Hein. Parce qu'au début, en plus, dans les interviews, on voit, vous dites oui, non, mais moi je suis tombée sur un encart d'Abenga. J'ai vu des documentaires, mais je le sens pas, quoi. Moi, alors qu'après, les choses que j'ai lues, donc pour revenir sur ce point de vue occidental, les choses que j'ai lues avec la structure de la société française, la politique française, tout ça, je me suis identifiée. Et je me suis identifiée, et je me suis révoltée. Et ce que j'ai lu m'a tellement révoltée que je me suis dit, mais c'est fou, mais c'est ça qu'il faut écrire. Donc, ça s'est vraiment fait au fil du temps. Je pars d'un plan, une petite biographie imaginaire d'un pygmée à un livre beaucoup plus politique, parce que tout d'un coup, moi, je n'en revenais pas de tout ça. Donc c'était pas le but. Et encore une fois, je vous dis, ça c'est la moitié normalement du projet initial. Donc c'était pas du tout dans ma tête de faire quelque chose comme ça, d'aussi énervé en fait. Excusez-moi, ça vous a pris combien de temps à l'écrire cet ouvrage? J'ai lu pendant 2 ans, vraiment que des thématiques sur la colonisation, la ségrégation, l'industrialisation en Europe. Donc j'ai lu pendant 2 ans, et pendant ces 2 ans, il y a une année pendant laquelle j'ai écrit en parallèle. Et après j'ai dû reprendre le travail, et donc je me suis dit, donc 3 ans. Je les laisse. Non, 2 ans. 2 ans, donc une année d'écriture. Donc une année d'écriture. Ouais. Vous avez été accompagné par votre éditeur, j'imagine? Pas du tout, j'en avais pas. J'en avais plus en fait. J'avais un éditeur auparavant pour mes livres précédents, mais je me suis dit, celui-là, tu l'auras pas. Voilà, j'étais pas du tout satisfaite de mes relations, je ne m'entendais pas avec eux, et je me suis dit, je n'irai jamais plus les voir, je le mettrai sur internet s'il le faut, mais ils ne l'auront pas. Et j'ai eu la chance de trouver un très bon éditeur chez Albin Michel qui m'a suivi, mais alors sans aucune question. Il m'a dit, ok, je lui ai raconté l'histoire, je lui ai dit ce que je voulais faire, et il m'a dit, si tu arrives à faire ça, je te le prends. Si tu arrives à faire ce que tu es en train de me décrire, je te le prends. Et voilà, il a été satisfait, donc c'est sorti chez Albin Michel, et j'étais soulagée parce que en pleine écriture, j'avais personne en fait. Oui, c'est un investissement. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment prendre du temps pour se dire je vais faire quelque chose en espérant trouver un éditeur quand même, plus que le mettre sur internet. Vous avez encore plus de mérite, du coup. Merci. Il n'est pas arrivé de penser à écrire au lycée au lieu d'un roman? Non, ça viendra plus tard parce que moi j'écrivais de la science-fiction au tout début pour éviter à tout prix de faire des fautes de chronologie, d'histoire, en disant au moins c'est mon univers, je dis ce que je veux, personne ne viendra me dire c'est vrai, ou viendra me dire oui tes personnages ne sont pas des héros. Non mais voilà, pour être vraiment totalement maître du domaine. Et je suis là, donc j'ai découvert, avec le précédent déjà c'était un peu plus historique, mais très romanesque, et là, sans que je le veuille, donc au départ, comme je vous disais, je me suis mise à écrire ça, mais je suis romancière au départ. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que tout était là, toute la matière était là, j'avais qu'à décrire. Donc je décris des scènes, des paysages, des dialogues qui font que c'est quand même du roman, mais c'est vrai que je tendais plus vers l'essai parce que l'histoire est tellement riche et tellement dense que
il n'y avait rien à faire. Mais l'essai, ça vous oblige pour le coup à être scrupuleux, à tout vérifier, à citer toutes les sources. Et c'est un autre travail, c'est beaucoup moins rigolo. Et à la fin, vous êtes en tournant, quoi. En plus, il y a un mot de travers, et alors là, vous êtes le plus nul du monde. Donc voilà, c'est entre les deux. En effet, c'est un roman très, très historique, où quand j'ai pas l'information, je me permets de faire un lien. Mais si j'ai vu, par exemple, que telle personne, si j'avais vu noir sur blanc que telle personne n'était pas à cet endroit, je ne l'aurais pas fait. Donc tout est vraisemblable. Voilà. En même temps, ça crée quelque chose chez nous, parce que justement, on avait vu une interview où vous disiez que la part de vrai, c'était à peu près 80%, et voilà, la part de fiction, c'était 20%. Donc moi, j'ai eu un mal fou à lire le livre, parce qu'à chaque personnage et à chaque est-ce que c'est là, est-ce que là c'est là. Donc du coup j'allais faire des recherches. Je pense que c'est tout le monde. Donc du coup on a fait tout ce travail là et puis après on va voir les références, etc. Je me suis dit bon, moi j'ai commandé des livres, pas de livres comme ça. Après votre roman, oui, là on est vraiment. Moi je pense d'accord avec elle. La part du lancé, c'est Ota Benga, la rencontre avec Stanley et la fin. Ouais, exactement. Mais la scène de l'Iboga, c'est vrai ou pas? Bah, c'est imaginé. Ah, c'est imaginé, mais c'est bien fait. C'est la partie que j'ai préférée. Hein, du coup, ça fait le lien en fait avec les croyances, avec vraiment la façon de penser. Et en fait, ça donne un côté un peu. Ça rapporte de la tragédie en fait à l'histoire d'Ota Benga, parce que c'est comme si les esprits lui ont parlé, il sait ce qui l'attend et il accepte son destin. Exactement. Voilà, mais là je me suis mise vraiment sur place et en me disant il est possible qu'ils soient rencontrés, puisque Stanley a vraiment traversé la forêt du Tour à cette époque-là, donc c'est possible. Mais c'est comme dans un lupanar. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai. Alors, non. Le roi des Belges. Le roi des Belges. Non, mais alors ce qui est rigolo, c'est que j'ai une lectrice sur Facebook qui a mis un mot très gentil sur cette scène, en me disant on apprend plein de choses, notamment que Léopold II racontait tout à sa maîtresse. Et bon, là je me dis, il racontait tout, j'étais pas là, dans la chambre, je sais pas s'il lui a dit ça. Mais ce qui est vrai, c'est que Léopold II, mais c'était un chaud lapin. Il était réputé pour aller visiter tous les lupanards de Bruxelles. Il était connu dans tous les lupanards de Bruxelles. Et alors, ah oui, mais non, mais attendez, il y a une femme dont je ne vous ai pas parlé et qui arrivera bientôt. Mais c'est une garce finie. Et elle est, non, mais elle a une dimension incroyable. Mais c'est la maîtresse de Léopold II par la suite. Je crois à l'époque, il a peut-être 55 ou 60 ans, quand il rencontre une jeune femme de 16 ans. Qui va devenir sa maîtresse, sa favorite. Et qui va lui coûter tellement cher parce qu'il lui a acheté des maisons partout en Ile-de-France, sur la Côte d'Azur, et des bijoux. Donc c'est à ce moment-là qu'il intensifie l'exploitation du Congo. Et c'est... Non, voilà. Je me disais tout à l'heure, il manque c'est toujours. Et je m'en vais, je suis désolée, je regarderai la vie. On parlait juste du travail d'édition, et moi ça m'intéresserait de savoir, parce qu'en fait aujourd'hui en France, en tout cas je ne le dis pas, les auteurs noirs ont beaucoup de mal à se faire publier et à accéder, que ce soit des auteurs français, francophones ou étrangers à se faire traduire. Et du coup ça m'interroge par rapport à ce qu'on disait sur le point de vue occidental qu'il y a dans le livre, sur le fait de qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'une personne noire, je considère comme une personne noire, après peut-être que tu ne sais pas qu'à je suis désolée, afrodescendante, arrive à être publiée en fait. Et est-ce que c'est pas une condition d'avoir un point de vue occidental et de ne pas beaucoup donner la parole aux personnes noires dans le bouquin? Et j'ai une question sous-jacente, c'est à quel point l'éditeur police le discours. Voilà. Tu as 5 minutes quand même. Je vais prendre un train en fait. D'accord. Oui. Ah, d'accord. Elle n'a pas de studio de France. Ok, on va regarder. Voilà. Ah, bah voilà. Merci. D'accord. Prends des notes, moi je rentre pas. Prends des notes. Comme tout à l'heure, on s'adresse un peu aux auteurs, enfin ceux qui veulent écrire, sur le point de vue et tout, avant de pouvoir se poser la question de qu'est-ce que je veux. Si, on pose la question qu'est-ce que je veux écrire, mais c'est après qu'on a posé cette question, c'est comment je fais pour en vivre. Et en France notamment. Non mais c'est très intéressant comme question.
c'est intéressant avec une autrice aussi pour ça. Ouais. Non, c'est marrant sur cette considération. C'est une question très intéressante. Il se trouve que je pense qu'il faut toujours être considéré comme représentant une communauté. Alors bah non, en fait, non. Quand on n'est pas du sérail, quand on n'est pas blanc ou en tout cas labellé métropolitain, c'est même pas ça, parce qu'en effet il y a des auteurs belges et suisses qui cartonnent et qui n'ont aucun problème. C'est facile en fait, il faut, quand on n'est pas complètement blanc, disons, culture parisienne, il faut rentrer dans une case et il faut représenter une communauté. Et c'est intéressant parce que le roman précédent, ça parlait de la Normandie. Parce qu'il se trouve que donc, je suis à moitié guadeloupéenne et par mon père ici présent, je suis à moitié normande. Et c'est marrant parce que peut-être qu'il y a eu un problème, en tout cas le fait que je parle de la Normandie, ça n'a pas intéressé grand monde, parce que peut-être je suis pas crédible, je sais pas, parce que l'éditeur était nul, ça c'est sûr, mais parce que peut-être qu'il s'est dit j'allais pas de manière évidente représenter la Normandie. Et c'est marrant parce que ce roman arrive, j'ai écrit ça, et mon éditeur n'a pas touché une ligne, mais vraiment il m'a fait confiance. C'est mon mari qui l'a beaucoup relu, qui l'a minutieusement corrigé, mais l'éditeur il m'a dit non, je prends, je trouve ça super, je te fais confiance. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que Albin Michel, donc ce qu'on disait tout à l'heure, Albin Michel qui est une maison très parisienne, très élitiste, enfin élitiste, qui se veut, qui se veut élitiste, a un public uniquement de Français métropolitains. Et donc, moi, tout d'un coup, quand il me propose cette couverture, comme je vous disais, je me dis, mais ça va pas parler à votre lectorat habituel, ça. Il va y avoir un petit problème, un petit blocage, les gens vont pas s'identifier. Donc, est-ce que vous êtes sûr de votre coup? Oui, c'est super. Ouais, c'est super. Et en effet, ils se sont bourrés, ils m'ont envoyé dans des salons où il y avait que des métropolitains ou que des Parisiens, parce que je suis allée beaucoup en région parisienne. Et quand je suis allée en Guadeloupe, c'était par mon réseau personnel. Eux n'étaient même pas au courant. Ils ne sont pas au courant qu'il y a des salons en Afrique, qu'il y a des salons dans l'outre-mer, qu'il y a des prix littéraires en Afrique et en outre-mer. Ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas les salons afro-caribéens. C'est d'un frustrant. Ma mère habite à Aix, ma mère est guadeloupéenne. Et il y a un salon de l'écriture afro-caribéenne à Aix-en-Provence. Et là, je leur dis, vous pensez pas que j'avais ma place, non? Ah bon, on ne savait pas que ça existait. C'est Marie Scondé qui le préside. Vous savez qui c'est, Marie Scondé? Ah ouais. C'est moi qui ai fait le. Oui, bah oui, on en parlait. Voilà, voilà. Donc ils n'étaient pas au courant. Pour la prochaine, ce sera bon. Et ben merci. C'était ultra frustrant, c'est-à-dire que je me dis, mais ça, ce salon. Et pour moi, c'est pas possible. Et puis donc, je ne suis pas. En Guadeloupe, il y a donc un festival littéraire tous les 2 ans, je crois, organisé par Marie Scondé. Et on a à Aix aussi, de Guadeloupe. Exactement. Voilà. Et donc, mais pourquoi je ne suis pas invitée? Bon, mais on ne savait pas. Ah bon, d'accord, mais Chaville, Blois, ça, vous êtes au courant. Alors que Chaville et Blois, ils ne m'attendent pas, on s'en fiche. Hein. Donc, il y a un problème, il y a un vrai problème, en effet, je trouve, pour les écrivains qui ne sont pas blancs. J'aime pas dire pas blanc parce que c'est pas exactement ça. Il y a un mélange d'origine et de classe sociale. Je pense que c'est vraiment un mélange des deux. Et j'ai un ami qui est d'origine congolaise, qui s'appelle Wilfried Tsondé, je ne sais pas si vous connaissez. Non. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure sur les librairies. Donc, dans une très grande librairie de Paris, il y a voilà, littérature générale, c'est une très belle librairie. Et puis il y a un petit coin qui fait face à un autre petit coin, et c'est littérature francophone. Et alors c'est marrant parce que là, littérature francophone, on voit des Français qui sont d'origine antillaise, outre-mer de manière générale, d'origine maghrébine, d'origine africaine, mais qui sont français. Mais on ne va pas les mettre en littérature générale, on les met dans ce petit truc qui est en face du coin que personne ne voit. Alors si à la limite c'était un ghetto mis en avant comme ça à la table, en entrée, pourquoi pas, mais là c'est non seulement un ghetto, et en plus c'est vraiment au fond du magasin. Et alors qu'en effet, dans les rayons, on voit Joël Dicker, on voit je ne sais pas qui, Suisse, Belgique, c'est eux les francophones. C'est pas nous les francophones, c'est pas Wilfried, c'est Joël Dicker qui devrait être dans son coin. Donc, mais finalement, c'est une question de race. Mais on en vient à ça. Exactement, c'est une question de race. Et aussi par rapport à
aux endroits où on envoie les écrivains, moi j'en discute souvent avec des écrivains africains d'ailleurs qui ne supportent pas le mot écrivain. Certains ne supportent pas le mot écrivain africain, mais je prends malin plaisir à les appeler écrivains africains. N'est-ce pas? Mais justement, ils écrivent un livre. Le vôtre, il est universel. Hein. Il est universel, il parle de l'Afrique, il parle des États-Unis, il parle d'Europe dans une certaine mesure. Les écrivains africains, la plupart qui écrivent en Europe, ils écrivent sur l'africain. Et puis ces gars, on les envoie au fin fond de, je sais pas quoi, de la France du Nord, dans une librairie, où j'ai beaucoup de respect pour les retraités blancs. Mais bon, quand on vient leur expliquer... Mais quand on vient leur expliquer ce qui s'est passé au Cameroun dans les années, je sais pas, 1700, bah, les gars, ils n'en ont juste rien à cirer. Quoi. Ils ne sont pas concernés. Hein, voilà. Donc je ne comprends pas cette insistance qu'il y a à les envoyer là-bas. Peut-être qu'ils achètent les livres, je veux bien comprendre que c'est eux qui ont le porte-monnaie, mais voilà. Mais les gars, ça ne les intéresse pas. Ça les intéresse pas. Donc alors pourquoi on écrit des bouquins? Est-ce que c'est pour les vendre ou bien pour apprendre quelque chose aux gens, finalement? La question que je vous pose aussi, là. Quand vous écrivez, vous vous adressez à... On a peut-être la question. Vous vous adressez à qui? Ce livre, par exemple. Oui, mais c'est ça. Bon, moi, je voulais... en fait, mais c'est marrant parce qu'au fil de l'entretien, tout se reconnecte aussi. Mais c'est vrai que je pense que je voulais plus parler aux Européens, en fait. Parce que c'est eux qui savent pas cette histoire. C'est plutôt eux qui connaissent pas cette histoire. Donc, parce que, on s'en rend compte, en fait. Quand on est allé en Guadeloupe, avec mon mari, c'est marrant parce que les Guadeloupéens s'identifient vachement à l'histoire africaine. Maintenant, en tout cas, parce que c'est assez récent. Il y a eu un rejet pendant quelques générations. Il n'y a pas de Guadeloupéens ici pour parler, à part Madame Richard. Et je trouve que maintenant, il y a un lien qui se fait. Et moi, j'étais vraiment touchée déjà d'aller là-bas et de parler à des personnes qui sont pas africaines. Enfin, ils n'ont pas cette histoire en lien direct. Et pourtant, ils se sont sentis concernés parce que pour une fois, il y a un livre qui ne s'adresse pas directement à eux, c'est-à-dire qu'il ne vient pas d'une maison d'édition spécialisée ou locale, et ils peuvent s'identifier quand même. Donc, j'ai trouvé ça, en effet, plus intéressant que d'aller à Toulon, où les gens n'étaient pas intéressés du tout. Voilà. Mais je ne sais pas, en effet, comment on se positionne, comment un éditeur... Enfin, je sais que les éditeurs doivent vraiment s'ouvrir parce que... Il y a une question de race, on en vient à ça. Moi, je suis assez naïve, en fait. Au départ, je n'aime pas me dire ça. Je pars du principe que non, c'est pas ça, ça peut pas être ça. Et en fait, quand on voit des cases comme ça dans les librairies, on se dit, mais non, mais qu'est-ce que vous faites hein? C'est complètement volontaire. J'en parlais encore sur la page de Zulma. Elle a parlé. Zulma, j'ai travaillé avec Zulma 2 années successives. On a travaillé sur le prix, on a remis le prix 2 années successivement à des écrivains de leur maison d'édition. Mais les gars, ils arrivent quand même à parler des prix littéraires sur leur page sans parler de notre prix. On me dit que c'est un oubli. Quelle sorte d'oubli? Ils ont créé nos C'était le trou noir. Pardon? C'était le trou noir. Ils ont créé le bandeau. Ils nous ont vendu, à chaque fois on a acheté 150 livres. Je pense qu'on est l'un des rares prix achetés directement autant de livres dans les maisons d'édition. Et les gars, quand il faut parler des prix, faire un peu de publicité, ils nous ont oubliés. Je ne sais pas, j'ai dit non, vous ne pouvez pas oublier. Moi, je vous rappelle que vous ne pouvez pas m'oublier. On ne peut pas me dire que c'est des erreurs ou de la négligence. Non, c'est volontaire. Je me demandais le titre. C'est vous qui l'avez proposé, c'est l'éditeur. Et du coup, quel était le sens qu'il fallait entendre dans « Il est à toi ce beau pays ». Est-ce que c'était une ironie pour dire, voilà, vous, Européens, vous pensez que vous Belges, vous, Français, vous, Anglais, vous pensez que votre pays est si beau, c'est une patrie de liberté, des droits de l'homme, comme on vient de dire, ça. Donc, est-ce que c'est ironique ou, qui était le destinataire du « Il est à toi ce beau pays ». Mais c'est au départ, non mais c'est vrai, c'est une chanson il y a une chanson d'un chanteur américain qui s'appelle Woody Guthrie, qui a écrit une chanson très engagée sur qui porte ce titre. Et c'est aussi une phrase dans un gospel guadeloupéen. Et je tenais à ce titre assez tôt, je l'ai eu ce titre et je voulais. L'éditeur m'a changé de titre en cours de route. Je suis allée avec la couverture, avec la campagne
contre la lèpre, là, enfin, c'était vraiment une catastrophe. Je me suis dit, on va pas en vendre deux, quoi. Enfin, juste la famille. Et puis heureusement, j'ai eu gain de cause pour le titre. Et la couverture, voilà, ils m'ont proposé ça. Pour le titre, je dois être consultée, mais c'est pas moi qui décide. Ça, c'est vraiment contractuellement dans le contrat standard. Quant à la couverture, l'auteur a même pas son mot à dire. Donc la couverture, voilà, c'est l'éditeur qui décide et donc on a intérêt à bien s'entendre avec lui, parce que ça peut être catastrophique. Voilà, voilà. Juste, alors, il est 19h. Ah non mais... Ne bougez pas. Nous, on va conclure ça, parce qu'on va en film. Et du coup, on va continuer après, vous inquiétez pas. Donc, merci Jennifer Richard. Merci à vous d'être venu là. Merci à tous les panélistes. Merci à vous, public. C'était très très bien. Merci beaucoup. Waouh, super. On vous offre ça et on vous laissera ouvrir. Donc ça, c'est des... Ça, c'est un secret.